Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la mise en place de SSH sur un équipement Cisco. Pour ne pas tarder, on va aller sur la page suivante de la présentation, comme je l'ai écrit ici. Pourquoi SSH est utilisé en premier lieu? Comme je vous le montre sur la présentation, SSH est un protocole utilisé pour permettre une machine d'avoir un accès sécurisé à distance sur une autre machine. Avant l'existence de SSH, on utilisait un protocole dénommé Telnet. Mais comme je l'ai écrit ici, le problème en est que Telnet ne peut pas sécuriser la communication. Parce que si deux machines utilisent Telnet pour en quelque sorte une communication, les données envoyées au niveau de cette communication sont envoyées en clair. Donc, un utilisateur qui se trouve sur le réseau peut non seulement capturer les données, mais connaître ce qui est dedans. Donc, c'est ça le problème de Telnet. Mais essayons de revenir sur le passé. Telnet a été créé dans les années 70. Dans ces années-là, la sécurité n'était pas une priorité. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens ne pensaient même pas au problème de sécurité. C'est la raison pour laquelle Telnet a été défini sans aucune mesure de sécurité. Mais au fil des années, la sécurité commençait à devenir en quelque sorte une priorité. C'est la raison pour laquelle SSH a été créé dans les années 90, ou bien pour être plus précis, je pense que SSH a été créé en 1995 pour pallier en quelque sorte au problème que Telnet avait sur la sécurité. Donc, SSH, son rôle fondamental, c'est en premier lieu de sécuriser la communication entre deux machines. Donc ça, je voulais seulement le brocher pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on vient ici sur la page suivante de la présentation pour voir comment fonctionne SSH. Comme je l'ai écrit ici, le protocole SSH repose sur un modèle client-serveur, ce qui signifie que la connexion est établie par le client SSH se connectant au serveur SSH. Après la phase de configuration, cela veut dire la phase de configuration au niveau du côté serveur, pour être plus précis, le protocole SSH utilise des algorithmes de cryptage et de hachage symétriques puissants pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données. Donc, au niveau des SSH, on a en quelque sorte cryptage qu'on appelle symétrique, et puis qui va utiliser par exemple les protocoles comme AES ou bien DES ou bien Blowfish. Il y a énormément de protocoles, mais ce sont les protocoles les plus populaires. Et puis au niveau du hachage, on a la fonction hachage MD5 et la fonction hachage SHA. SHA, c'est la fonction qui est le plus souvent utilisée pour mieux sécuriser en quelque sorte la communication. Mais mettez en tête qu'il y a le hachage et le cryptage qui est utilisé avec. Et puis ce sont des fonctions qui sont négociées entre le client et le serveur. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. On vient ici sur la page suivante de la présentation pour encore mieux vous expliquer le rôle du serveur sur la communication en utilisant le protocole SSH et le rôle du client. On démarre avec le serveur. Comme je l'ai écrit ici, le serveur écoute sur un port désigné pour les connexions SSH. Il est chargé de négocier la connexion sécurisée, d'authentifier le client. Le client aussi, de son côté, il est chargé de démarrer ce qu'on appelle le TCP handshake. Ça, c'est un terme anglais, mais ça signifie, pour être simple, ce n'est qu'une sorte de négociation que le client démarre avec le serveur pour, en quelque sorte, négocier la connexion sécurisée, qui est la connexion SSH, et de vérifier, comme je l'ai écrit ici, l'identité du serveur et de fournir des informations d'identification lui-même. Le client va fournir des informations d'identification pour s'authentifier au serveur. Et puis dernièrement, la session, comme je l'ai écrit ici, SSH est établie en deux étapes distinctes. Ça aussi, il faut bien le comprendre. La première consiste à convenir et à établir un cryptage pour protéger la communication. Et la deuxième étape consiste à authentifier l'utilisateur et à découvrir si l'accès au serveur doit être autorisé. Après, on va essayer d'aller sur la page suivante de la présentation pour vous montrer la configuration, parce que c'est au niveau de la configuration que vous allez mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer.
l'exemple que je vais prendre pour la configuration, je vais essayer de faire une configuration au niveau de routeur Cisco en utilisant le logiciel Packet Tracer. Mais avant d'aller là-bas, on va essayer de venir ici sur la relation client-serveur avec le protocole SSH. Comme je l'ai écrit ici, il y a ce qu'on appelle en premier lieu le cryptage asymétrique qui est utilisé entre le client et le serveur pour en quelque sorte établir une connexion SSH. Ce cryptage asymétrique, je l'ai expliqué dans beaucoup de mes vidéos, mais je vais en revenir parce qu'on dit, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Le cryptage asymétrique consiste à l'utilisation de deux clés. On appelle ce qu'on appelle la clé privée et la clé publique. Comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos passées, la clé privée reste au niveau de la machine. Par exemple, la machine qui possède sa clé, par exemple, pour le client, sa clé privée, ça reste au niveau du client. La clé privée, comme vous le voyez ici, ça reste au niveau du client. La clé privée du serveur aussi, ça reste au niveau du serveur. Ça ne bouge pas. Ce qui va bouger, c'est la clé publique du client et la clé publique du serveur. Par exemple, s'ils veulent utiliser cette façon qu'on appelle le cryptage asymétrique, le serveur va envoyer en quelque sorte, si c'est le serveur qui démarre, il va envoyer sa clé publique au niveau du client. Le client aussi, lui, il va envoyer, le client aussi, il va envoyer, le serveur va envoyer sa clé publique au niveau du client, et puis le client, lui aussi, va envoyer sa clé publique. Vous voyez, c'est une forme de cryptage très sophistiquée qu'on ne peut pas en quelque sorte pirater, si je peux l'exprimer comme ça. Donc, le client, par exemple, si le client veut envoyer une donnée au serveur, il va utiliser la clé publique du serveur. Il va crypter ces données avec la clé publique du serveur. Il faut bien prêter attention à ce que je vous explique. Il va utiliser cette clé du serveur, il va crypter les données qu'il va envoyer, et puis maintenant, une fois que, par exemple, imaginons que ça sont les données, ça c'est les données. Maintenant, les données là sont cryptées, il va envoyer ça au niveau du serveur. Arrivé au niveau du serveur, le serveur va utiliser sa clé privée pour en quelque sorte décrypter cette information. Donc c'est la raison pour laquelle on vous dit que la clé privée ne bouge pas, il reste au niveau de la machine. C'est pas une clé qui sera partagée. Ce qui sera partagé, c'est la clé publique de chaque machine. Par exemple, même chose, si le serveur veut en quelque sorte crypter une donnée pour envoyer au client, il va utiliser la clé publique du client. Il va crypter la donnée, et puis une fois que cette donnée-là est cryptée, il va envoyer cette donnée au niveau du client. Le client qui reçoit cette donnée va en quelque sorte lui aussi utiliser sa clé privée pour en quelque sorte décortiquer ces données ou bien décrypter les données. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, le cryptage asymétrique, parce que c'est très fondamental. Je vois que beaucoup de gens ont des problèmes à le comprendre. Moi-même au début, ça me faisait beaucoup de problèmes, mais une fois que vous comprenez ce système de cryptage asymétrique, vous allez comprendre en quelque sorte les communications les protocoles de sécurité qui sont utilisés pour en quelque sorte sécuriser la communication entre deux machines. Donc pour ne pas tarder, on va essayer rapidement de venir ici sur Packet Tracer. J'ai un scénario assez simple, un routeur qui est connecté à un commutateur et une machine aussi qui est connectée à un commutateur. Cette machine-là sera utilisée pour accéder en quelque sorte au routeur via le protocole SSH. Mais on va essayer de démarrer avec la phase de configuration. En premier lieu, vous venez ici, on retourne sur la présentation, on définit un nom utilisateur et un mot de passe. Donc je vais aller sur le mode privilégié et le mode de configuration globale.
le mode de configuration globale. Et puis on va dire username, on peut dire Bob pour être simple, username Bob, et puis on met le point d'interrogation, et puis on dit password. Le password, on met Cisco pour être simple, Cisco, voilà. Ça, c'est ce que vous devinez, parce que c'est cela, ce nom d'utilisateur et ce mot de passe qui sera utilisé par le client ou bien cette machine-là pour se connecter à ce routeur via SSH. Donc ça, il faut bien le comprendre. Deuxièmement, on définit un nom de domaine. Le nom de domaine, ça sert à générer ce qu'on appelle les clés de chiffrement. Ça, c'est la troisième étape. Mais deuxième étape, on définit un nom de domaine. Le nom de domaine aussi, il faudra avoir un nom de domaine au niveau de votre entreprise. Bien sûr, il faudra avoir un nom de domaine. Mais pour cet exemple-là, puisqu'on est dans un environnement virtuel, on va essayer de choisir un nom de domaine. On peut dire IP domaine name, et puis on va dire google.com. On n'a rien à perdre, mais il ne faut pas mettre google.com avec. Si vous êtes dans un environnement, par exemple, de production, vous allez en quelque sorte demander le nom de domaine qui est utilisé au niveau de l'entreprise. Donc c'est ça qu'on va faire, google.com. Excellent. Donc, une fois qu'on a fait ça là, on va venir pour générer les clés de chiffrement. Pour le faire, vous utilisez la commande qu'on appelle crypto key. Donc on va utiliser le point d'interrogation pour voir ce qu'il va nous dire. Et puis vous écrivez generate RSA. Voilà, vous voyez RSA, comme je vous l'ai expliqué, c'est cette fonction, c'est une fonction de cryptage asymétrique qui est utilisée avec RSA. RSA, ce n'est rien d'autre qu'une fonction de cryptage asymétrique. Parce que ça nous permet de générer ce que je viens de vous expliquer, la clé privée et la clé publique. Donc, au niveau du routeur. Donc, on va faire ça. Et puis, il va nous demander, on peut maintenant valider la commande. Donc, il va nous demander combien de bits on veut que, en quelque sorte, la clé, combien de bits on veut pour la clé. Parce que les bits, ça commence à 512, mais on peut prendre même 2 fois 512, cela veut dire 1024, pour que ça soit plus sécurisé. On prend 1024. Et puis, vous voyez, il dit les clés ont été générées. Vous voyez, les clés ont été générées par le routeur. Ça, vous le faites au niveau du côté routeur, mais côté client, la plupart du temps, si c'est un client avec un système d'exploitation comme Windows, c'est Windows qui va se charger de ça. Donc, vous n'avez pas de problème. Donc, quand on va aller pour se connecter au niveau de la machine, on n'aura pas de problème pour se connecter avec le routeur. Mais au niveau du routeur, il faudra générer ces clés. Maintenant, vous voyez, les clés ont été créées, ont été générées. On va sur la dernière étape qui consiste en quelque sorte à activer SSH. Maintenant, pour activer SSH, on vient ici, on retourne ici sur le routeur. Donc, on va dire line, on va aller sur ce qu'on appelle le line VTY. Ça, je pense que vous le connaissez. Line VTY. Line VTY 0 jusqu'à 5. Voilà.
Voilà, vous dites SSH is unable. Parce qu'on a généré les keys. Vous voyez, il dit SSH is unable. Mettez en tête qu'aussi, il y a deux versions de SSH. On a la version SSH version numéro 1 et SSH version numéro 2. Je pense que ça, c'est la version numéro 2. Vous dites 1.9. J'en suis pas tellement sûr, mais mettez en tête que SSH version 1 et version 2. Mais la plupart du temps, on utilise version 2 parce que version 1 est obsolète. Parce que pour des problèmes de sécurité, on n'utilise pas. À l'heure où je vous parle, on utilise la version SSH version 2. Donc ça, il faut bien le comprendre. Voilà, on est sur le line, tu vois, on va dire logging. On va dire en premier lieu transport pour utiliser seulement SSH. Ça, c'est très fondamental. Transport, input. On met le point d'interrogation. Vous voyez, input, si vous dites all, cela veut dire que vous utilisez tous les protocoles. Mais je ne vous le conseille pas si c'est dans un environnement de production parce que telnet là, on ne veut pas l'utiliser parce que c'est pas sécurisé. Je viens de vous le montrer. Donc, on ne voit pas, si vous êtes all, cela veut dire que telnet sera utilisé. Donc, je vous conseille de dire transport input SSH. Donc, cela, quand vous mettez ça, cela veut dire que c'est seulement le protocole SSH qui est autorisé. Donc, après, vous faites logging, ce qu'on appelle logging locaux. Une fois que vous dites logging locaux, cela veut dire qu'on demande au routeur en quelque sorte d'utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on vient de créer. Parce que locaux, cela veut dire utiliser seulement la base de données. Alors que pour notre base de données, on sait qu'on a seulement créé un nom d'utilisateur qui est Bob et un mot de passe qui est Cisco. Mais vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez avec le routeur. Donc, c'est ça aussi, je voulais le mentionner. En même temps aussi, pour ouvrir une parenthèse, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un serveur Radius. Ça, je pense que j'ai fait une vidéo à propos de ça. Ça, c'est plus sophistiqué. Un serveur Radius peut vous permettre en quelque sorte de passer par ce serveur pour en quelque sorte utiliser la connexion SSH. Donc ça aussi, c'est très fondamental pour les gens qui veulent expérimenter ça. Donc, grosso modo, on a fini avec en quelque sorte la configuration de SSH. Je pense que normalement, on doit pouvoir avoir la possibilité d'accéder à SSH. Mais en premier lieu, on va essayer de tester la connectivité entre le serveur et le PC. Je vais essayer d'ouvrir la ligne de commande parce que ici, au niveau du serveur, son adresse IP c'est le 192.168.1. Au niveau de la machine, c'est 192.168.100. Donc, j'ai oublié de mentionner ça. Donc, on va ouvrir ça. On va aller sur la ligne de commande. On va dire ping pour tester la connectivité. Et puis, on va dire 192.168.1.1. Excellent. Il y a connexion entre la machine et le serveur. Maintenant, en quelque sorte, pour se connecter, ou bien pour se connecter via SSH en utilisant la machine, à partir de cette ligne de commande, c'est cette syntaxe dont vous aurez besoin. Vous allez dire SSH-L, ça c'est un L. Vous mettez le nom d'utilisateur qu'on a défini au niveau du routeur, et puis vous mettez le nom du serveur. Mais puisque ici, je n'ai pas configuré ce qu'on appelle DNS ou bien DNS, donc on va mettre le nom, l'adresse IP du serveur. C'est-à-dire le serveur ici n'est rien d'autre que le routeur. Donc on va essayer de revenir ici. On va aller sur ce PC, on va dire SSH -L. Et puis, on va mettre le nom d'utilisateur qu'on a créé, c'est Bob. Et puis, on va mettre l'adresse IP du routeur. 192.168.1.
.1.1. Voilà, donc c'est ça que vous avez besoin de mettre. Une fois que vous faites ça là, vous tapez, vous voyez, il dit open. Open, cela veut dire que la connexion a réussi. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Mais attention, je voulais vous montrer la simulation, mais j'ai oublié de le faire. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre un mauvais mot de passe pour reprendre le truc là. Vous voyez, il demande le mot de passe. Et puis on va dire, je vais dire CTRL-C pour essayer de sortir. Voilà, la connexion a été refusée. Donc avant de retourner pour en quelque sorte se connecter, on va essayer d'aller sur simulation parce que je voulais montrer ça aussi. On va essayer d'éditer les filtres et puis on va essayer de venir ici pour choisir SSH comme vous le voyez ici, SSH. Donc excellent. Donc ça va nous permettre de voir les paquets SSH entre le serveur et la machine. Donc on retourne ici, on va aller sur la ligne de commande. On va démarrer encore. Vous voyez ici, on va essayer de lancer. Vous voyez, il y a un paquet qui part. C'est le serveur qui démarre la communication. Si on le voit avec paquet tracer ici. Vous voyez, ça c'est un paquet SSH. Essayons de le décortiquer. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça utilise le port par défaut, qui n'est rien d'autre que le port 22. Et puis, vous voyez, ça c'est les données SSH. Comme on est dans un environnement virtuel, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est rien d'autre qu'un paquet TCP, comme vous le voyez ici. Donc, ils sont en train de négocier. Vous voyez? Maintenant, le PC va répondre ici avec un paquet SSH. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Excellent. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a ce qu'on appelle le handshake aussi. Si vous voyez le handshake, c'est le moment du handshake, entre la négociation de la connexion TCP entre le PC et le routeur. Donc, je vais essayer d'arrêter la simulation. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, il va nous demander le mot de passe. On va mettre Cisco pour être simple. Vous voyez, excellent, on est maintenant sur le routeur. Donc, si on met un mot de passe, il dit no password is set. La raison pour laquelle on n'a pas réussi cette étape, on n'a pas configuré ce qu'on appelle le enable secret. Cela veut dire un mot de passe qui nous permet d'accéder au mode privilégié. Donc pour faire ça là, on va essayer de revenir ici sur le routeur. On va dire enable secret. Et puis on va dire Cisco 1 pour être simple. Et puis excellent, on va essayer de retourner ici sur le PC. Donc on va essayer de dire enable encore pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, il va demander le mot de passe parce qu'il a vu qu'on a changé, on a mis un mot de passe. Vous voyez, on est maintenant sur le mode privilégié. On peut aller sur le mode de configuration globale pour en quelque sorte commencer à configurer le routeur. Voilà. Donc c'est ça l'utilité de SSH. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant à la place de Telnet, les gens utilisent SSH parce que SSH est plus sécurisé, non seulement est plus sécurisé, mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui se trouvent au niveau de SSH pour en quelque sorte configurer nos appareils Cisco. Donc si c'est par exemple, si vous avez une machine Windows, si vous travaillez par exemple avec un routeur physique, ce que je vous conseille, c'est d'installer ce qu'on appelle PADI. Avec PADI, vous n'avez même pas besoin d'aller sur cette ligne de commande et de mettre cette syntaxe que je viens de vous expliquer. Si c'est avec Windows, vous pouvez, moi j'ai installé ici PADI. Vous allez sur PADI seulement. Vous démarrez PADI comme vous le voyez ici. Attends, PADI est là. Il va vous demander soit le nom. Si vous avez configuré DNS, vous pouvez mettre le nom de l'équipement réseau Cisco.
Si vous n'avez pas configuré DNS, vous allez seulement mettre l'adresse IP et puis vous allez avec le port par défaut qui n'est rien d'autre que le port 22 et puis vous par défaut vous voyez que SSH a été coché et puis quand vous cliquez sur Open, normalement la connexion va démarrer. Avec Paris, c'est très simple. C'est ça que je voulais mentionner. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.